Bonjour à tous. C'est un conflit gelé, endormi, qui s'est réveillé soudain dimanche. Une de ces petites guerres oubliées qui menacent de faire vaciller toute une région. Ça pourrait se passer en Afrique, ça se déroule dans le Caucase. La différence, c'est que personne ne parle de guerre intertribale, de querelles interethniques ou de conflits religieux. Et pourtant, il y a d'un côté un État qui est peuplé de musulmans, chiites, et puis de l'autre, un coin de montagne, turcophone les premiers, et puis de l'autre côté, un coin de montagne peuplé d'irréductibles Arméniens qui sont à la fois chrétiens et orthodoxes. On va parler du Karabakh, qui pourrait entraîner l'Arménie, l'Azerbaïdjan dans une guerre frontale. Les deux pays ont décrété la mobilisation générale, et derrière eux, il y a la Russie qui hésite, l'Iran qui est assez indécise et la Turquie qui se mêle déjà de ce conflit. Bonjour Arat Ohanian. Bonjour. Vous êtes le fondateur des Nouvelles d'Arménie. C'est le mensuel qui fait référence, on peut dire ça comme ça. Merci. Et vous présidez le comité de coordination des organisations arméniennes de France. Est-ce qu'on peut dire que le Karabakh, c'est la cause sacrée des Arméniens, notamment sur la diaspora? C'est incontestablement la cause sacrée, dans la mesure où c'est le dernier carré de la présence arménienne dans la région qui demeure et qui résiste face à une tentative d'anéantissement qui dure depuis maintenant la fin de la dislocation de l'Union soviétique. En deux mots, on va revenir sur l'histoire, on va expliquer, mais ce que je voudrais comprendre, c'est le ressenti qu'on en a dans la diaspora arménienne et aussi à Erevan. Parce que, par exemple, vous prenez le Kosovo, qui n'est pas si loin que ça. Le Kosovo, pour les Serbes, c'est une cause juste, c'est une cause historique, mais il n'y avait pas un véritable attachement au Kosovo. Il n'y avait pas, par exemple, de la part des Serbes, l'envie d'aller s'impliquer dans le conflit. Pour les Arméniens, c'est très différent. Le Karabakh, c'est vraiment une cause derrière laquelle tout le monde se retrouve. Il y a une dimension symbolique qui est très forte parce qu'on ne peut pas envisager, comprendre la question du Karabakh du point de vue arménien si on ignore la question du génocide de 1915 et la tentative d'anéantissement complète à laquelle doit faire face le peuple arménien depuis 100 ans, depuis la fin de l'Empire ottoman. Et la question du Karabakh apparaît, pour nous autres en tout cas, comme une des dernières modalités de ce processus d'extermination et d'effacement total de la nation arménienne. Ce qu'il faut savoir quand même, si on ne va peut-être pas rentrer tout de suite dans l'histoire, mais on parle de l'Azerbaïdjan, mais derrière l'Azerbaïdjan, c'est la Turquie. C'est la Turquie d'Erdogan. Et la Turquie qui parle de libérer des territoires occupés. Ce qui est quand même un comble quand on sait que la Turquie occupe 90% des territoires de l'Arménie historique. Je ne parle même pas... Non, mais ce qui est curieux, c'est qu'on se demande par qui ils sont occupés, ces territoires, parce que, on va expliquer dans un instant, mais le Karabakh, c'est donc la taille d'un département français, et c'est une région qui est enclavée au sein de l'Azerbaïdjan, parce qu'au moment où l'Empire soviétique s'est dissous, eh bien, les États artificiels qui la composaient sont devenus des États souverains, et l'Azerbaïdjan a donc hérité ainsi d'un bout d'Arménie, peuplé d'Arméniens. C'est bien ça? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Haut-Karabakh a été attribué à l'Azerbaïdjan en 1921 par Staline. Ouais. À l'époque, Staline voulait courtiser le kémalisme et les peuples d'Orient musulmans, et il leur a sacrifié ce petit territoire chrétien qui était composé à 90% d'Arméniens, et il l'a donné comme un gage à l'Azerbaïdjan, alors que ce territoire était attenant à l'Arménie. C'était le jeu aussi à l'époque des staliniens et des bolcheviks d'essayer de créer des zones de conflit comme ça, avec des poches de population d'un côté, dans des États de l'autre, pour pouvoir diviser et mieux régner ensuite. C'est ça. Donc jouer l'ordre et le désordre à la fois. C'était des conflits potentiels qu'ils étaient en train de créer. Ça a marché. Des bombes à retardement qui ont effectivement explosé 80 ans après, à la fin, au moment de la dislocation de l'Union soviétique. Alors, est-ce que, d'après ce que j'entends dans ce que vous me dites, il y a le sentiment d'une menace existentielle
sur les Arméniens du Karabakh et au-delà sur les... Vous savez, l'Arménie est un verrou stratégique qui actuellement empêche la jonction entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Il y a un rêve du nationalisme turc depuis la fin du XIXe siècle, depuis l'effondrement de l'Empire ottoman, qui est de se reconstituer en empire vers l'Est. Les Turcs ont perdu toutes leurs possessions à l'ouest, en Europe, dans le sud, et ils ont le vieux rêve de faire la jonction avec tous les peuples turcophones qui vont jusqu'en Asie. Et pour réaliser cette continuité terrestre, ils ont besoin de faire sauter ce verrou stratégique qu'est l'Arménie. Alors là, il faudrait peut-être une carte, et qui se situe entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. On est vraiment dans l'histoire, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est une des modalités du processus d'anéantissement du peuple arménien mise en process au début du siècle dernier et à la fin du siècle précédent. 200 000 morts sous le sultan Abdulhamid, 1,5 million de morts en 1915. Voilà. Quand l'Empire ottoman a perdu toutes ses possessions, je vous dis, il y a eu cette... Et officiellement, une centaine de morts depuis dimanche. Donc, beaucoup plus. Et probablement beaucoup plus, mais une centaine de morts officiellement recensées ou annoncées côté arménien. Alors, on va parler de l'histoire. On va parler évidemment des enjeux. On va parler de Recep Tayyip Erdogan qui trouve ainsi l'occasion, une fois de plus, de tonitruer. Mais on va d'abord faire le point sur la situation sur place en ce milieu de semaine avec Sarah Samia en fils. Face à la flambée de violences meurtrières dans la région séparatiste de Nargoni-Karabakh, en Azerbaïdjan, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra ce mardi à huis clos à la demande des pays européens. Depuis dimanche, des combats meurtriers font rage entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du Nargoni-Karabakh. L'Azerbaïdjan, pays turcophone à majorité chiite, réclame le retour sous son contrôle de cette province montagneuse peuplée majoritairement d'Arméniens de confession chrétienne. Le Nargoni-Karabakh est une région sécessionniste d'Azerbaïdjan qui est soutenue politiquement, économiquement et militairement par l'Arménie. Mais l'acte de sécession des séparatistes arméniens n'a pas été reconnu par la communauté internationale et les deux camps se sont enlisés dans un conflit depuis 1991. Cette escalade de tensions ces derniers jours a nourri les craintes de la communauté internationale après les récentes ingérences de puissances étrangères dans le conflit. La Turquie, qui entretient des relations complexes et tendues avec l'Union européenne, n'a pas caché son soutien à l'Azerbaïdjan. L'Arménie et les séparatistes ont alors accusé Ankara d'ingérence politique et militaire dans le conflit. De leur côté, les Arméniens de la région de Nargoni-Karabakh craignent de voir le conflit s'étendre à l'échelle régionale. Je veux juste que toutes les parties impliquées dans le conflit aient une attitude pacifique. Je veux qu'elles s'assoient à nouveau à la table des négociations. La seule chose que je veux, c'est la paix, rien d'autre. La Russie, qui entretient de bonnes relations avec les deux belligérants, se veut le grand arbitre régional. Avec la France et les États-Unis, la Russie appelle à un cessez-le-feu et à des négociations entre les deux camps. Et à Bakou, dans la capitale de l'Azerbaïdjan, des habitants ne veulent pas laisser ce conflit vieux de 30 ans en héritage aux nouvelles générations. Depuis que je suis né en 1997, je suis témoin du conflit du Karabakh. J'espère que ce problème sera résolu et qu'il ne restera pas un problème pour la prochaine génération. Parce que nous allons nous marier et avoir des enfants. Nous ne devons pas garder ce problème pour eux. Depuis dimanche, le bilan fait état d'au moins 95 morts, dont 11 civils. Et ces pertes seraient majoritairement arméniennes. Alors, on entendait cette passante là, dans les rues d'Erevan expliquer que ce qu'elle voulait, c'était tout de suite des négociations. Et c'est vrai que le Conseil de sécurité a appelé unanimement à un cessez-le-feu. Mais on a entendu le Premier ministre arménien ce mercredi expliquer que ce n'était pas d'actualité. Il a dit qu'il était inapproprié de parler d'un sommet Azerbaïdjan, Arménie, Russie, alors que les combats intenses sont en cours. Pour des négociations, il faut une atmosphère et des conditions adéquates. Il ne veut pas discuter, il ne veut pas négocier, il veut tenir. J'ai l'impression que la psychologie, la mentalité au niveau de la direction arménienne aujourd'hui, c'est une direction qui se sent assiégée. Parce que la situation est extrêmement compliquée. Donc on a un rapport de force
extrêmement défavorable, en tous les cas sur le papier, avec l'Azerbaïdjan, qui est un pays qui a 10 millions d'habitants, qui est une monarchie... L'Arménie n'en a que 3. Qui est une monarchie pétrolière. Il y a une manne pétrolière magnifique en Azerbaïdjan avec laquelle ils ont acheté énormément d'armes. Pour vous donner un ordre d'idée, le budget de la défense de l'Azerbaïdjan est égal au PIB de l'Arménie. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont 3 fois plus nombreux et 100 fois plus riches. Voilà. Et ça, du côté azerbaïdjanais, et on ne parle pas de l'aspect turc de la question, avec 80 millions de Turcs et la Turquie qui est la 2e armée de l'OTAN en effectif. Donc la mentalité aujourd'hui en Arménie, elle est à la résistance. Les Arméniens ont perdu 90% de leur territoire historique au moment du génocide de 1915, occupé jusqu'à maintenant par la Turquie. Territoire qui aurait dû leur revenir à la fin de la Première Guerre mondiale par le traité de Sèvres, qui n'a pas été appliqué. Et qui avait également prévu une terre pour les Kurdes, un Kurdistan. Le kémalisme a réussi à renverser la donne du point de vue militaire à l'époque sur place et également du point de vue historique. Et aujourd'hui, les Arméniens sont le dos au mur. Oui. Ils ne peuvent plus se permettre de reculer. Comment pourraient-ils, alors qu'ils ont perdu 90%... On pourrait imaginer qu'ils soient d'accord pour se mettre autour d'une table et pour négocier, discuter, palabrer avec éventuellement la Turquie, éventuellement la Russie, éventuellement l'OSCE. Jusqu'à maintenant, l'Arménie était dans cette posture et elle a toujours, évidemment, et parce que c'était également son intérêt, on ne va pas se voiler la face, elle a toujours voulu négocier. Et ça fait 30 ans qu'on négocie. Sauf qu'il n'y a rien à négocier, en fait. Non, parce que le Haut-Karabakh, la population qui est sur place ne voudra jamais retourner sous le joug de la dictature azerbaïdjanaise. Mais bon, c'est en même temps une histoire d'habillage. On peut imaginer toutes sortes de compromis, un statut d'autonomie très large, etc., etc. En fait, il y a des diplomates qui étaient chargés depuis 30 ans de négocier, et à chaque fois qu'ils vont voir les Azerbaïdjanais, ils leur disent « patientez, ça va s'arranger, le temps fera son œuvre ». Et on peut comprendre aussi que l'Azerbaïdjan, qui a comme ça un quart, un cinquième de son territoire qui a été, sur lequel il n'a aucune prise, puisse s'impatienter et décider de le récupérer par la force. C'est aussi, sur le plan du droit international, légitime, non ? Il y a 2 principes qui effectivement s'opposent et vous mettez le doigt sur une question et je pense que la personne qui avait mieux résumé la situation de ce point de vue-là, c'est le prix Nobel de la paix Andrei Sakharov, qui avait expliqué que pour l'Azerbaïdjan, la question du Haut-Karabakh était une question d'honneur ou d'orgueil national et pour les Arméniens, c'était une question de survie, tout simplement. Alors effectivement, du point de vue de la défense du drapeau azerbaïdjanais, on veut récupérer ce territoire. Mais comment récupérer ce territoire quand on est une dictature ou qui est un des pays les plus mal classés dans tous les classements des ONG de droits de l'homme sur la Terre, 163e au classement de RSF sur 180 pays en matière de liberté de la presse. Comment voulez-vous que cette population arménienne pour qui l'Azerbaïdjan c'est la Turquie. Et pourquoi c'est la Turquie ? Parce que l'Azerbaïdjan elle-même se réclame du turquisme. Erdogan et Aliyev ont déclaré à moult reprises former 2 États pour une même nation, 2 États pour un même peuple. C'est la même famille, même s'ils ne parlent pas exactement la même langue. Je ne vois pas du tout les Arméniens qui se sont libérés maintenant depuis 30 ans de ce joug azerbaïdjanais qu'ils ont subi pendant toute la période soviétique, parce qu'ils ont subi un double joug pendant la période soviétique. Celle du bolchevisme, du système, qui était imposé à tout le monde, et en plus un système administré par des Turcs contre les Arméniens. Ce qu'il faut expliquer, c'est que l'homme qui est à la tête aujourd'hui de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est le fils de l'ancien secrétaire général du Parti communiste en Azerbaïdjan, ancien officier du KGB, son père, et donc que les Aliyev ont toujours, depuis 1969, c'est-à-dire pratiquement plus de 50 ans, règnent sur ce coin du Caucase, oui, cette éponge gorgée de pétrole caucasien. Oui, tout à fait, c'est une dynastie dictatoriale. On est dans un pays totalement arriéré de ce point de vue-là. Et je ne vois pas comment cette population va accepter Alors, en même temps, c'est un pays laïque.
Oui. Contrairement c'est à un la pays. Turquie. Non, c'est un pays. C'est un Qui pays concentre laïque. sur la laïcité, qui combat les islamistes. Est-ce que les Comme Azerbaïdjanais voient arriver avec plaisir la légion étrangère que lui a envoyée Recep Tayyip Erdogan, à savoir d'anciens combattants djihadistes de Syrie, plusieurs centaines de mercenaires syriens qui sont ainsi envoyés sur le front du Karabakh par la Turquie? Est-ce que les Azéris voient ça d'un bon œil? Écoutez, j'espère que non. J'espère que non, parce que bon, il y avait quand même une petite vertu dans l'Union soviétique, c'est que ça a quand même combattu les intégrismes religieux, d'où qu'ils viennent. Et donc dans les populations, ça a laissé des traces. Et je veux espérer que dans la population d'Azerbaïdjan, il y ait un recul et une forme de résistance par rapport à ces mouvements intégristes. Alors, moi, je crois qu'effectivement... vous allez m'expliquer pourquoi est-ce que ça se déclenche maintenant. Mais d'abord, je voudrais quand même qu'on fasse un petit point sur l'histoire. Dans les années 90, donc, le Karabakh déclare son indépendance. Oui. La guerre est très meurtrière, 30 000 morts. C'est une véritable signe épouvantable. On peut parler de nettoyage ethnique, il y a des massacres. Est-ce que les auteurs de ces massacres ont été poursuivis, ont rendu des comptes? Non. Non, il n'y a pas eu de... Profits et pertes. Profits et pertes. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'au moment de la perestroïka en 1988, la région du Haut-Karabakh, qui était une des régions donc, de l'Azerbaïdjan, mais dont le droit à l'autodétermination jusqu'à la séparation était reconnu par la constitution soviétique. Donc en février 1988, le Parlement du Haut-Karabakh décide le rattachement à l'Arménie. Et aussitôt après, 15 jours après, les autorités azerbaïdjanaises de Bakou ordonnent un pogrom à Sumgait, c'est une région portuaire à quelques dizaines de kilomètres dans la banlieue de Bakou, où il y avait une forte communauté arménienne, et ils ordonnent un pogrom contre les Arméniens de cette cité, qui a été un véritable massacre dans la grande tradition des massacres ottomans contre les Arméniens. Donc, face à une demande démocratique, constitutionnelle, et c'est ce que disent en gros les gens du Karabakh, ils disent « nous, on n'a jamais fait partie de l'Azerbaïdjan indépendant. Oui, on a demandé en 1988 mais vous avez bien conscience quand même, c'est comme en Afrique. Notre rattachement à l'Arménie. Ensuite, l'Azerbaïdjan a obtenu son indépendance de l'Union soviétique. Mais il n'est pas question, ils ne peuvent pas aujourd'hui retourner. Haradranyan, vous comprenez bien que dans ces pays qui ont été fabriqués à la serpe, les frontières sont assez artificielles et que donc il est très difficile d'y toucher. Écoutez, l'Assemblée des Nations Unies est composée majoritairement de pays qui se sont construits sur des modifications de frontières. Oui. Est-ce que vous pensez que... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est passé à l'offensive d'une manière aussi soudaine? D'abord, est-ce que vous l'avez vu venir? Est-ce que vous avez senti la menace grandir? Parce que depuis 30 ans, finalement, du part et d'autre de la ligne de démarcation, on se prépare au prochain round. Est-ce que vous avez vu monter la menace ou est-ce que vous avez été surpris dimanche matin? Non, moi, je n'ai pas été surpris, on l'attend. On attend cette agression frontale, cette grande guerre, parce qu'elle est annoncée par les dirigeants azerbaïdjanais depuis une vingtaine d'années. Pourquoi maintenant? Et ils s'arment à dessein dans cette... D'accord. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a un moment donné, peut-être il faut passer à l'acte. Est-ce que le régime est plus fragile en ce moment? Est-ce que la crise pétrolière? Est-ce que le Covid? Est-ce que tout ça a une influence? Moi, je crois que dans l'affaire, si vous voulez, le cerveau, c'est Erdogan et la main, c'est Aliyev. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une Turquie qui est dans un espèce de délire expansionniste sur tous les fronts. On l'a vu en Libye, en Méditerranée. Elle est en Libye, elle est en Syrie, elle est à Chypre, elle est en Grèce. Chypre, elle est sur tous les fronts. Et évidemment, elle ne pouvait pas négliger l'Est et ce grand projet de panturquisme vers les pays turcophones dont je vous avais parlé, et notamment sa fusion avec cet État frère qu'est l'Azerbaïdjan. Donc, comme actuellement Erdogan est en plein délire, et qu'il est également
dans une situation à la fois d'alliance avec Poutine contre les États-Unis, où ils essayent, et en même temps soutenu par les États-Unis. Et en même temps qu'il est soutenu par les États-Unis et en rivalité avec les Russes en Libye, un peu en Syrie aussi. Donc c'était un moyen, si vous voulez. Il est en roue libre. C'était un moyen pour Erdogan de mettre une pierre dans le jardin de Poutine en expliquant aux Russes que cette région qu'ils considèrent comme étant leur chasse gardée, ils ont aussi un œil dessus et peut-être même une force de nuisance dessus. Ça peut aussi rentrer dans les calculs stratégiques et tactiques d'Erdogan et dans le rapport de force qu'il essaye d'instaurer avec Poutine. Parce qu'ils sont à la fois dans un rapport de connivence, de complicité. Là, vous êtes dans la très haute politique, mais Erdogan, il parle aussi à son peuple. C'est une cause qui doit être populaire, non ? Évidemment. On voit les médias d'État turcs sont là depuis dimanche, vraiment font de la propagande de guerre. Ils sont très cocardiers, comme on disait autrefois, très nationalistes. C'est l'hypernationalisme turc. Et ils disent que l'Azerbaïdjan a le droit de chasser les Arméniens du Karabakh et reconquérir le territoire qui lui appartient. Oui, ils ont même dit, Erdogan a même dit qu'il ne fallait pas trop gâter les Arméniens. Et que, comme c'est bien connu, les Turcs gâtent beaucoup les Arméniens depuis 100 ans. Alors mardi, Erevan a affirmé qu'un chasseur F-16 avait bombardé un village en Arménie et qu'il avait abattu un chasseur arménien, un Sukhoi 25. Ouais. Ça n'a pas été confirmé, les Azéris démentent, on n'est pas allé voir sur place, mais ce serait un tournant dans les combats si l'Azerbaïdjan s'attaquait non plus seulement au Karabakh et aux indépendantistes, aux séparatistes du Karabakh, mais à l'État d'Arménie, à la République d'Arménie. C'est ce qu'ils ont fait déjà au mois de juillet, il y a eu une agression qui a été lancée sur la frontière du Tavouch de l'Arménie. Plus au nord. Plus au nord, donc il ne s'agissait plus du Karabakh, mais de l'Arménie directement. Oui. Ce qui ne s'est pas encore produit, c'est une attaque turque sur l'Arménie. Parce que s'il y a une attaque turque sur l'Arménie, évidemment, l'affaire prendrait une toute autre dimension. Comment est-ce que vous comprenez l'attitude de la Russie qui a une base militaire importante en Arménie, une base avec laquelle elle surveille ce que fait l'OTAN, elle est aux premières loges en quelque sorte. Comment est-ce que vous comprenez l'attitude assez réservée de Vladimir Poutine ? Je crois que Vladimir Poutine veut essayer de maintenir son emprise sur le Sud-Caucase d'une manière générale, et il ne veut pas s'aliéner le régime de Bakou, il ne veut pas s'aliéner l'Azerbaïdjan, il ne veut pas laisser l'Azerbaïdjan filer dans les bras d'Erdogan. Donc il essaye de composer en essayant de se donner toujours le rôle d'arbitre. C'est pour ça que le principal fournisseur d'armes à l'Azerbaïdjan depuis 20 ans, c'est la Russie qui a vendu pour 4 ou 5 milliards de dollars d'armes à l'Azerbaïdjan. Mais en même temps, elle aide aussi l'Arménie militairement, qu'elle lui fournit également des armes. Les Arméniens achètent partout. Ils achètent aux Français notamment. Ils achètent des missiles à la France. Qui l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, ah oui. Non, pas de commentaire là-dessus. Je n'ai pas cette information. Je sais qu'ils ont acheté des satellites à l'époque à usage militaire, des satellites d'observation. Je sais qu'ils ont acheté des corvettes, des bateaux pour la Caspienne, des missiles. En tout cas, c'est en négociation. Je ne sais pas. Missiles. Je ne prétends pas qu'ils aient été livrés. Le président Macron s'est en tous les cas engagé à ce qu'il n'y ait aucun matériel militaire vendu à l'Azerbaïdjan qui puisse être utilisé sur le terrain du Haut-Karabakh. Rien qui soit létal. L'année prochaine, on aurait pu célébrer le 30e anniversaire de l'indépendance autoproclamée du Karabakh. Vous pensez qu'en 2021, il y aura encore un Karabakh indépendant et que la région sera rentrée dans le giron de l'Azerbaïdjan avec un statut d'autonomie plus ou moins garanti, ou est-ce que vous pensez qu'il n'y aura rien à fêter l'an prochain ? Je ne sais pas. Vous n'êtes ni pessimiste, ni optimiste. Je ne sais pas, ça va dépendre essentiellement du rapport de force sur le terrain. Vous savez, une guerre, vous savez comme moi qu'une guerre, c'est très facile à déclencher. On ne sait jamais comment les choses peuvent se terminer. Vous pensez que ça va durer longtemps ? Pardon ? J'ai l'impression que c'est parti pour durer assez longtemps.
Parce que je vois bien, si vous voulez, d'après les informations que j'ai, que les Azéris, dans les premiers jours, enfin le premier jour et le deuxième jour de leur agression, de leur offensive, ont commencé à occuper du terrain, ont occupé des villes, des villages, des bourgs, etc. Mais que les Arméniens ont repris ces villages et ces bourgs. Là, je viens d'entendre qu'il y en a d'autres. Il y a une place stratégique qui serait sur le point de tomber du côté arménien, mais je suis persuadé qu'ils vont essayer de la reprendre. Donc on est, je pense, parti sur quelque chose sur un conflit qui va durer. Que vous le racontez, c'est la der des der, hein, davantage que... À mon avis, c'est la der des der, et à mon avis, et d'après les informations que j'ai, d'ailleurs les informations officielles des deux camps, on n'est pas du tout à des quelques dizaines ou centaines de morts, mais plutôt à des milliers déjà en quelques jours. C'est extrêmement meurtrier. Enfin bon, il y a quand même des armes extrêmement meurtrières qui sont en jeu. Les drones tueurs turcs qui avaient fait la différence en Libye, les F-16 turcs également qui sont mis de la partie, ces djihadistes dont vous avez parlé. Non, c'est une guerre conventionnelle, classique, avec des moyens importants et des États et des acteurs très importants dans une zone qui est sensible. Hein. Et ce qui est terrifiant, c'est que 100 ans après le génocide, eh bien, le droit à l'existence des Arméniens et de l'Arménie est toujours sur la sellette. Et il y a encore des mômes de 20 ans qui sont en train de se faire tuer, tout simplement parce qu'ils défendent leur droit à vivre libre sur leur terre. Les nouvelles d'Arménie, pour savoir comment les choses vont se dérouler, vous avez, j'imagine, un site internet sur lequel vous essayez d'être au plus près des événements, même si c'est très difficile pendant la guerre, parce que la première victime de la guerre, comme chacun le sait, c'est toujours la vérité. Merci à vous, Arat Oranian. Bonne chance dans ce conflit et pour le suivi de ce dossier difficile. Ainsi va le monde, et tout continue sur Télé Sud.